Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Dans le cadre d'une émission spéciale à l'occasion du festival Pod Paris, enregistré en public à Paris à la Bellevilloise, Podcast Science vous invite à vous rassembler au coin du feu pour écouter plusieurs chroniques sur la thématique de cette force élémentaire. Tout feu, tout flamme, notre flamboyante équipe vous a préparé quelques éclairages scientifiques sur des sujets brûlants. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024 pour l'émission 515 de Podcast Science. À vos marques, prêts, feu. Et autour de notre table physique ce matin, alors que normalement on enregistre le soir, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons venu de Strasbourg notre incandescente botaniste Eléa Eberlé. Salut tout le monde. Venu d'un peu plus profondément en Alsace, notre chaleureux informaticien Pascal Mess. Salut tout le monde. Venu de beaucoup plus près à Paris, notre étincelant biologiste Gaël Fortin. Bonjour à tous. Nous aurons le plaisir de diffuser une chronique de notre radieux spécialiste de psychologie Cléora, qui n'est pas là, donc voilà. Et j'ai l'ardent plaisir de jouer le rôle de MC pour cette émission. Je me présente donc Pierre Kerner, aka Topo, le brûlant parasite de l'équipe. Oui, un parasite, ça a le droit d'être applaudi, merci. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, depuis la saison 12, Podcast Science organise régulièrement des épisodes thématiques où chaque membre de l'équipe prépare des chroniques avec des contraintes sur des sujets à traiter. On a commencé par les couleurs, puis les saisons. L'année dernière, c'était les unités scientifiques. Et cette année, ce sera les éléments. Et pour notre baptême du feu, on a choisi l'élément le plus propice à embraser le public de Pod Paris, le feu. Et on commence par une chronique de notre absent du groupe, Cléora, qui va nous parler de feux de forêt et anthropologie. Printemps 2010, Canada, Québec. Nous sommes le 25 mai 2010 en Haute-Mauricie et vers 22h, la foudre déclenche un feu. À l'abri des regards, parmi les 17 288 coups de foudre qui ont touché le sol ce jour-là, il en a fallu d'un qui allume la mèche à cet endroit. Le lendemain, les flammes sont si intenses qu'elles s'échappent des cimes, des pourtant très grands arbres, et une masse épaisse de nuages noirs qui en résulte recouvre le ciel. Début d'après-midi, les premiers Canadair arrivent sur place. À vos masques, pour éviter d'inspirer des cendres, à vos voitures, il va falloir quitter la zone. Tout un village de plus de 1000 personnes est évacué dans une ville à 100 km de là. On connaît la chanson, du dérèglement climatique que nous vivons résulte une augmentation de la température moyenne sur Terre, avec notamment des pics de chaleur de plus en plus gros et de plus en plus intenses. Ce dérèglement climatique fait donc exploser la fréquence des feux de forêt, mais aussi leur sévérité, leur intensité et leur surface brûlée. Il n'a jamais été autant d'actualité de parler de saison des feux de forêt. Pour notre feu de forêt de 2010, pris en exemple, 18 000 hectares ont été brûlés au total. Et il a fallu plusieurs jours pour le maîtriser et 1 mois pour complètement l'éteindre. Au total, cette année-là, au Canada, en 2010, donc au total, sur tout le pays, c'est environ 3 millions d'hectares de forêt qui se sont envolés en fumée. 3 millions. C'est ce qu'on estime de brûler en moyenne chaque année au Canada, pour plus de 8000 départs de feu. 3 millions d'hectares, ça représente... c'est grand, très grand. Mais 3 millions, ce n'est rien à côté de ce qu'ont subi les forêts canadiennes durant l'année 2023. En 2023, ce sont presque 17 millions d'hectares de superficie brûlée. Pour vous donner une idée de l'immensité, 17 millions d'hectares de forêt, c'est ce que représente la totalité des forêts françaises et métropolitaines réunies. Les feux de forêt augmentent à cause du dérèglement climatique, donc ok, ça c'est vrai de manière globale, sur toute la planète. Mais en réalité, ce n'est pas uniquement à cause de ça. On peut ajouter au moins un autre facteur en cause. Ce serait aussi parce que les forêts sont mal gérées. C'est en tout cas ce que souligne parmi d'autres Noémie González Bautista, anthropologue chercheuse à l'Université Laval à Québec. Dans cette petite chronique, je vais donc vous parler des feux de forêt, certes, mais à travers le point de vue anthropologique de gestion des forêts boréales canadiennes que propose la chercheuse.
Et ce feu de forêt de 2010, que j'ai pris en exemple en tout début, a été son premier cas d'étude du lien entre les catastrophes et les différentes populations humaines concernées. Noémie González Bautista, l'anthropologue, travaille au sein du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Le mot-clé étant autochtone donc. Car oui, en 2010, les habitants du village nommé Wemotaci, qui a été évacué, sont issus des peuples autochtones. Et là, tout de suite, ça prend une toute autre dimension, une dimension politique. Politique, oui, car, bizarrement, comme partout sur Terre, les premiers touchés par ce genre de catastrophe sont les populations les plus défavorisées, voire ostracisées ou méprisées. Partout sur la planète, celles et ceux qui subissent le plus violemment les catastrophes liées au dérèglement climatique sont déjà celles et ceux qui subissent violemment les inégalités sociales. Pour un autre exemple, au Québec, la communauté Wemotaci n'est pas à son premier feu de forêt. On montrant d'ailleurs un peu que ce sont toujours les mêmes qui subissent de plein fouet en premier les conséquences du dérèglement climatique. En 2010, pour retourner sur notre exemple, les habitants ont été évacués à Latuq, la ville située à 100 km plus loin. Et certains de ces habitants, dits guerriers de feu, sont malgré tout restés sur place pour combattre le feu et protéger le village. Les pompiers de profession, eux, sont arrivés bien plus tard, donnant lieu à quelques embrouilles d'ailleurs. Mais je vais omettre ça pour raccourcir la chronique. Si les détails vous intéressent, je vous renvoie vers son mémoire de recherche autour de cet événement en mai 2010. À partir de son mémoire d'ailleurs, Noémie González Bautista a développé un doctorat plus largement sur les feux qu'ont subi cette même zone au Canada, en 1977, 1997 et 2010 donc, liant alors ces deux spécialités que sont l'écologie et l'anthropologie. Elle met petit à petit notamment en avant que la gestion des feux de forêt devrait être mieux réalisée en prenant en compte les premiers concernés. Ça paraît logique comme ça, de prendre en compte leurs voix et leurs avis, à celles et ceux qui vivent au contact de la forêt et connaissent le terrain et l'environnement depuis longtemps. Mais pourtant, les décisions sont toujours hiérarchiques, verticales, voire coloniales, où les colons occidentaux ne prennent pas en compte les connaissances et savoir-faire des peuples autochtones, des peuples des Premières Nations. Et ça, c'est le cas depuis donc le XVIIe siècle et la colonisation. Les peuples des Premières Nations, c'est une expression qui rassemble tous les peuples autochtones de manière hétérogène du pays, en fait. La communauté Wemotaci du Québec fait par exemple partie de la nation Atikamekw. Parmi toutes ces communautés, peu, voire aucune, sont autonomes. Ils sont plus sous la tutelle de l'État, telles les réserves avec un plan de forêt. Ces populations représenteraient aujourd'hui entre 5 et 8% de la population du Canada, quelque chose donc autour de 2 millions de personnes. Pour toute la région boréale, on compte 600 communautés au total. Le village de Wemotaci, pour garder notre exemple, n'existe que depuis 50 ans seulement, car la plupart des peuples des Premières Nations étaient semi-nomades. La situation actuelle de 1500 à 2000 personnes sédentarisées dans un village existe donc réellement que depuis les années 70. Et ça, un peu par la force des choses, par des déplacements et une gestion des forêts, majoritairement dominée par des décisions en fait gouvernementales, voire coloniales. Car oui, petit rappel, le Canada repose sur un système historique colonial de l'exploitation des ressources locales, dont le bois des forêts boréales. Aujourd'hui d'ailleurs, la politique dominante est claire, il faut éviter à tout prix le feu pour sauvegarder le bois, les ressources locales. C'est une politique d'exclusion du feu. Or, le feu a toujours fait et fera toujours partie de l'écosystème des forêts boréales. Juste pour un exemple, il vit des espèces de pins qui dépendent du feu pour se reproduire. C'est le cas du pin gris ou de l'épinette noire. Grâce à la chaleur du feu, les cônes de pin peuvent éclater pour répandre leurs graines. Par l'appui de ce genre de connaissances biologiques et des études scientifiques, ainsi, dans certaines zones, les feux de forêt commencent à être inclus comme un phénomène normal ou acceptable, tant qu'ils ne menacent pas des infrastructures ou des habitants. Sauf que derrière, souvent, les justifications ne sont pas les bonnes. Les justifications faites sont souvent financières. Tout est basé sur cette vision du monde capitaliste où tout a une valeur. On laisse les feux de forêt non pas parce qu'ils font partie des dynamiques de l'écosystème, mais parce que ça coûterait trop cher par rapport au rendement qu'on pourrait en tirer. Et c'est peut-être ça le problème, voir la forêt boréale non pas comme un écosystème dynamique, mais comme une ressource de stock de bois à exploiter pour y faire un max de blé. Les politiques semblent donc claires. On préfère privilégier les ressources de bois que les communautés qui y vivent, leur identité, leur territoire, leurs forêts ancestrales. C'est un peu pareil en sciences. Quand on parle de gestion de forêt, on parle souvent de physique, de biologie, mais rarement d'humain et de sciences humaines et sociales. Comme si, dès qu'on évoque les forêts boréales canadiennes, on pense tout de suite à une forêt sauvage. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est un sacré préjugé inculqué depuis la colonisation. Parce que bien avant la colonisation, et la croyance des colons d'arriver sur des terres vierges de civilisation, en fait, sur plusieurs centaines d'années, les peuples autochtones ont façonné leur environnement. Donc,
À partir de maintenant, ne voyant plus les jolies forêts colorées de Canada comme un paysage primaire et naturel, l'être humain a depuis longtemps mis son nez là-dedans. Voyons davantage cette forêt quelque chose comme un paysage culturel, peut-être. Et comment l'ont-ils façonné alors, ce paysage? Eh bien, par le feu. En tout cas, c'était un des moyens. Brûler une partie du paysage fait partie de la culture des peuples des Premières Nations. Problème, petit rappel, l'interdiction du feu fait loi au Canada. Leurs pratiques ancestrales sont alors illégales. Alors que pourtant, encore une fois, le feu a toujours fait partie de l'écosystème des forêts boréales, que ce soit de manière involontaire et naturelle par la foudre, ou de manière volontaire et culturelle par les brûlages. Le feu n'est pas à exclure coûte que coûte. Le feu est un acteur parmi l'écosystème. Il sert même à l'équilibrer ou le renouveler. Voilà une approche plus raccord du feu avec les communautés des Premières Nations, mais également de la communauté scientifique. Depuis plus de 20 ans, il est par exemple recommandé de réaliser des brûlages tactiques dirigés. Par exemple, même en Méditerranée, pour débroussailler et prévenir les incendies ravageurs. Ou encore compartimenter les espaces boisés, voire à des espaces dégagés, pour limiter que le feu se répande globalement sur toute la forêt. Et ça, cette utilisation du feu, tel un outil pour dégager des espaces et prévenir contre les feux catastrophes qui sont incontrôlables, ça, c'est ce qui a littéralement été réalisé par les peuples autochtones de la forêt boréale canadienne. Ils brûlaient par exemple les broussailles en entretenant les penels. Broussailles qui, une fois sèches, devenaient un foyer potentiel de feu, mais aussi source d'animaux nuisibles pour le campement, comme des insectes ou des serpents. À l'inverse, ils favorisaient l'environnement d'autres êtres vivants en dégageant des passages dans les forêts pour faciliter la circulation des animaux, humains, élans, caribous, et élargissaient en entretenant les plaines grignotées par les forêts pour favoriser l'habitat du bison. Et tout ça, donc, tous ces brûlages culturels, le tout faisait que l'écosystème aurait été plus robuste contre des feux ravageurs avec une forêt boréale plus aérée. Tout l'inverse de ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, depuis la colonisation et l'interdiction des feux. Aujourd'hui, les forêts ne font que s'épaissir, laissant une mer verte continue avec des longues parcelles homogènes d'une seule essence de bois, sans plaine et ouverture l'interrompante. En bref, une gestion ancestrale des forêts serait de combattre le feu par le feu. Brûler de manière contrôlée pour éviter les catastrophes d'incendie surprises incontrôlées. Et ça ne se réalisait pas à n'importe quand et à n'importe quelle météo. Ça se faisait au printemps, alors que les forêts étaient encore enneigées pour au maximum en fait garder un feu modéré et contrôlé. Ne pas prendre en compte leurs connaissances, savoir et savoir-faire, c'est-à-dire leur épistémologie, pour reprendre le mot utilisé par l'anthropologue, c'est presque du mépris vis-à-vis d'eux. On est toujours dans une vision coloniale où les colons oppriment et n'incluent pas la vie et les connaissances des autochtones. Rendre légal ces brûlages culturels serviront donc non seulement à sauvegarder l'écosystème et sa biodiversité, mais aussi à sauvegarder une culture et son patrimoine local. Ne pas légaliser les brûlages culturels rate une occasion de mettre en action des ambitions de réconciliation avec les peuples autochtones et de contrer les injustices de la colonisation. Pour paraphraser l'anthropologue Noémie González-Bautista. Voilà, c'était un court extrait d'une chanson de Laura Nikwe qui évoque justement ce qu'elle a vécu avec sa communauté Wemotaci lors des 2 feux de forêt dont on a parlé en 1997 et 2010. Je vous mettrai évidemment le clip dans les notes d'émission. Le feu est alors une catastrophe lorsqu'il est incontrôlé, il devient alors destructeur. Le feu est aussi un outil quand il est contrôlé et modéré. Et le feu est aussi, encore plus que ça, encore, dans ces cultures et civilisations. Plus qu'un outil pour éviter des catastrophes, le feu est un acteur de l'écosystème, comme l'humain est un autre acteur de cet écosystème. Je cite l'anthropologue. Plus qu'un outil, les peuples autochtones de la forêt boréale considèrent le feu comme un agent capable de mouvement, de destruction et de création, agissant sur le paysage pour créer de l'ordre au sein d'un environnement vivant et connecté. On dit même que le feu, en fait, dort la nuit. Sa plus grande activité se déroule en effet la journée, de 10h à 22h, avec un pic à 17h. Personnifier les éléments comme des acteurs actifs. Un peu d'animisme là-dedans, peut-être. On pourrait même aller jusqu'à personnifier les catastrophes elles-mêmes, carrément. Et c'est peut-être un point de vue qu'on devrait davantage prendre en compte avec des catastrophes qui deviennent de plus en plus des acteurs dans nos vies au quotidien. Vivre avec son environnement et ses acteurs, et non les dominer et les soumettre.
Noémie González Bautista parle d'acteurs non humains, au même titre que le vent ou les animaux. Et elle avoue elle-même que, je la cite, leur prise en compte est un défi qui perturbe ma perception occidentale de séparation entre naturel et social. Et c'est vers cette approche que l'anthropologue chemine ses recherches en élargissant son champ d'études à tous les peuples associés à toutes les catastrophes. Et comme évoqué plus tôt, on ne parle pas de n'importe quel peuple, n'importe quelle population. À chaque fois, les plus exposés sont les plus défavorisés, subissant déjà les inégalités. Je la cite, et je termine là-dessus. Cette disproportion illustre un élément démontré depuis longtemps en anthropologie des catastrophes. Un phénomène géophysique extrême ne résulte pas à un désastre seulement pour des raisons d'exposition d'un groupe humain, mais surtout en fonction des inégalités sociales et des enjeux de pouvoir présents dans la société touchée. C'était tout cramé de Riot Bass. Comment bien finir une chronique, voilà, que Laura nous apprend. Ça va être difficile d'enchaîner là-dessus. Moi, je vais vous proposer une chronique zoologique, comme d'habitude, parce que sur Podcast Science, j'aime souvent vous parler d'animaux. Mais pour cette émission spéciale avec une thématique sur le feu, je me suis senti un petit peu soufflé, comme si j'avais perdu le feu sacré. En effet, mon premier réflexe a été de me dire, si je veux faire une chronique animalière avec du feu, il faut que je trouve des bestioles qui produisent du feu. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez tout d'abord pensé au dragon. Non? Oui, voilà. Oui, bah en fait non. Désolé de vous et de me décevoir. Il reste cantonné aux contes et légendes. Par contre, qui a pensé direct à l'espèce humaine? Eh ben oui, l'espèce humaine est une espèce animale. Elle produit du feu. Voilà, fin de chronique. Merci, au revoir. C'était bref. C'était bref. Alors attendez, une seconde, parce que avant l'extinction des feux, on va s'arrêter sur un point crucial. Certes, l'humain a dompté le feu, mais de quelle espèce humaine on parle? Aujourd'hui, la seule survivante, c'est la nôtre, Homo sapiens. Mais était-ce la seule à avoir réalisé un baptême du feu? Et surtout, était-ce la première? Pour répondre à ces questions, plusieurs pistes de recherche scientifique peuvent être empruntées. On peut commencer par chercher des traces fossiles de foyers. Et c'est ce qui, par exemple, a été réalisé dans la grotte de Vonderwerk, dans la province du Cap du Nord, en Afrique du Sud. Une équipe de scientifiques qui a analysé des restes de plantes et d'os calcinés en étudiant la morphologie microscopique de ces restes carbonisés ou en exploitant des techniques de pointe avec des noms à coucher dehors, comme la microspectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, qu'on dit MFTIR quand on... Voilà. Verdict, il s'agit de traces de combustion répétées qui auraient commencé il y a 1 million d'années, alors que la grotte était occupée par des membres d'une espèce humaine précédant la nôtre. En guise de perspective, notre espèce humaine est au mieux vieille de 300 000 ans. On trouve dans cette grotte des outils en pierre dont le style est très reconnaissable et qu'on appelle l'industrie lithique de l'Aqueléen, comprendre technique pour construire des outils en cailloux vieilles de 1,7 million d'années et rester en vogue jusqu'à il y a 200 000 ans. Donc mise à jour iPhone, ça n'existait pas chez eux. Des espèces humaines qui pratiquent l'Aqueléen, il y en a 4. Homo ergaster, Homo erectus, Homo rhodesiensis et Homo heidelbergensis. À Vonderwerk, on pense que c'est plutôt Homo erectus qui y vivait, mais d'autres foyers situés cette fois-ci en Israël, dans les grottes de Yaakov et d'Hébron, auraient pu être exploités par des Homo heidelbergensis. Donc, il y avait très probablement plusieurs espèces humaines qui exploitaient le feu, bien avant que la nôtre se chauffe les miches la nuit tombée. Mais peut-on dire pour autant que ces vieilles espèces fabriquaient du feu ? Alors pour cela, on pourrait poser la question directement aux fossiles d'Homo erectus et d'Homo heidelbergensis, mais pas certains qu'ils vendent la mèche. On pourrait plutôt se mettre en quête des outils qui permettent de fabriquer du feu. Et si vous vous mettez à chercher des briquets ou allumettes préhistoriques, laissez-moi vous dire que votre excavation risque de faire long feu. En effet, la plupart des archéologues et ethnologues spécialistes du sujet, des archéopyrotechnologues quand on veut en société briller de mille feux, s'accordent à dire qu'il y a grosso merdo 2 manières principales de faire un feu. La friction et la percussion. La friction, ça consiste à frotter 2 bouts de bois jusqu'à ce que ça s'enflamme, et la percussion, c'est frapper des matières minérales l'une contre l'autre pour créer des étincelles. Les archéologues ont peu d'espoir de trouver des kits allume-feu en bois, mais par contre beaucoup plus de chances de trouver des proto-briquets en cailloux. Et les plus vieux jamais trouvés remontent à 50 000 ans avant notre ère et sont l'œuvre d'Homo neanderthalensis.
Donc l'hypothèse que notre espèce serait unique dans son contrôle pyrotechnique ne survit pas à l'épreuve du feu. Et des biologistes de l'évolution, quitte à rajouter de l'huile sur le feu, pourraient faire remarquer qu'on aurait dû s'en douter. En effet, en plus des myriades de traces qu'ont laissées les foyers sur les parois des grottes et les objets manipulés par les diverses espèces humaines ayant domestiqué le feu, celui-ci, le feu, a laissé aussi sa marque dans notre patrimoine génétique et par extension dans notre anatomie. Car tout ce que peut apporter la domestication du feu, chaleur, protection, lumière, etc., à votre avis, quel est l'aspect dont l'expert s'accorde à dire qu'il a eu le plus d'impact sur notre évolution ? Manger, en effet, la cuisine. La réponse, ça m'a surpris moi-même, j'y aurais certainement pas mis ma main au feu, c'est la bouffe. Cuire les aliments semble avoir eu un effet du feu de Dieu sur notre évolution. Dans un essai publié dans le magazine numérique Aeon, le chercheur Ivo Jacobs explique que la cuisson est un moyen de prédigérer les aliments, bon appétit si vous êtes en train de manger, d'augmenter l'absorption de calories et d'éliminer les agents pathogènes dangereux, moins de parasites. Les féculents se décomposent et se ramollissent à la cuisson, ce qui les rend plus sucrés et plus faciles à mâcher et à digérer. La perception de ce bénéfice, il semble inné chez la plupart des primates. Par exemple, les grands singes préfèrent les carottes, les pommes de terre et la viande cuite à leurs homologues crus. En revanche, les personnes qui suivent un régime crudivore sont souvent sous-alimentées et en sous-poids, même lorsqu'elles consomment des aliments riches en énergie ou ultra-transformés. Donc nos ancêtres n'avaient pas accès à de tels produits de luxe et auraient donc été encore en moins bonne santé s'ils avaient suivi un régime purement cru. Conséquence, avec la domestication du feu, le régime cuit aurait été très rapidement adopté. Et ça aurait été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres des changements évolutifs. Notre espèce a par exemple des variants de gènes offrant une résistance accrue aux toxines contenues dans la fumée et que n'auraient pas d'autres espèces de primates. On a aussi une dentition très différente des grands singes à régime cru, changement de dentition qu'on aurait déjà vu se manifester chez Homo erectus. Et évidemment, qui dit plus de calories, dit un cerveau qui peut péter le feu. Alors, pas étonnant que la masse cérébrale des différentes espèces du genre Homo ait augmenté depuis le million d'années où on a commencé à faire des méchouis et des pot-au-feu. Mais je sens poindre le moment où les auditrices et auditeurs de cette chronique vont m'accuser d'avoir fait feu de tout bois en prétendant avoir concocté une chronique animalière liée au feu. Homo par-ci, homo par-là, faut pas croire qu'on y voit que du feu. Elles sont où les bestioles qui crament tout ? Alors en guise de cesser le feu, je vous propose de reparler d'Ivo Jacobs, que j'avais cité plus tôt. Ce que je ne vous avais pas dévoilé à son propos, c'est qu'il est le spécialiste d'une discipline particulière appelée la pyrocognition. La discipline cherchant à comprendre les facteurs comportementaux et cognitifs à l'origine de l'utilisation du feu par les espèces humaines. Et pour cela, il s'intéresse à diverses espèces animales qui exploitent le feu à leur avantage. De nombreuses espèces de primates, comme des macaques ou des chimpanzés, semblent par exemple attirées par des zones brûlées qui présentent une meilleure qualité et accessibilité d'aliments cuits. Plusieurs espèces de grands mammifères, comme par exemple des éléphants, préfèrent aussi les zones récemment brûlées car ils ont moins besoin de surveiller l'arrivée de leurs prédateurs. Mais les exemples les plus flamboyants d'espèces animales exploitant le feu sont à trouver chez les oiseaux. Des études assez récentes auraient ainsi documenté l'attraction de certains oiseaux de proie vers des zones incendiées. Ces terrains de chasse privilégiés où les rongeurs et autres proies sont particulièrement vulnérables, certains oiseaux les recherchent activement, voire les propagent. En effet, plusieurs rapaces comme le milan noir, Milvus migrans, le milan siffleur, Aliastur sphenurus, et le faucon brun, Falco berigora, auraient été observés avec entre leurs serres des morceaux de bois ou des touffes d'herbe incandescents. Ces observations recoupent également les mythes locaux connus des aborigènes qui n'hésitent pas à surnommer ces volatiles pyromanes de faucons de feu. Reste à savoir si ces observations et ces mythes sont réconciliables. Mais pour trouver d'autres exemples d'espèces animales qui jouent avec le feu, n'aurions-nous pas intérêt à nous tourner vers les contes et légendes pour y chercher d'éventuels cas réels d'animaux cracheurs de feu ? Dans son anatomie comparée des espèces imaginaires, de Chewbacca à Totoro, le paléontologue Jean-Sébastien Steyer s'intéresse aux dragons et se demande quelles adaptations permettraient à un animal de véritablement cracher du feu. Je le cite. « Possède-t-il une poche interne remplie d'hélium ou un autre gaz combustible plus léger que l'air, ce qui augmenterait par la même occasion sa capacité de voler ? Dans ce cas, il faut aussi imaginer doté d'un système d'allumage, comme des dents en silex par exemple. Le méthane, CH4, semble en effet le plus plausible car il est plus abondamment sécrété dans nos intestins. Le méthane pose d'ailleurs des problèmes écologiques à cause notamment des élevages intensifs de ruminants dans le monde.
16% des émissions à l'échelle globale, une seule vache peut en effet émettre jusqu'à 500 litres de méthane par jour. Alors imaginez un dragon. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce gaz s'échappe beaucoup plus par éructation, dans 95% des cas, que par flatulence, 5% des cas. Donc les anciens avaient raison d'imaginer les dragons cracher du feu par la bouche. Bon, désolé, j'ai pas trouvé d'exemple de ruminants dotés de dents de silex qui rôdent des flammes. J'ai pourtant cherché, qu'à cela ne tienne, plutôt que de chercher l'origine des flammes depuis la gueule de l'animal, est-ce qu'on ne pourrait pas la chercher via un autre orifice ? En d'autres termes, est-ce que des bestioles qui ont le feu au cul, ça existe ? Alors, à en croire les textes de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, un tel animal extraordinaire, un bovin qui plus est, vivait en Péonie, un royaume antique situé au nord de la Macédoine. Selon un article du Monde sur le sujet, il aurait été surnommé Bonacus, Bonacon, Bonacon avec un seul N, Bonacon, Bonaz, Bonazus ou encore Onacom. Et je ne peux m'empêcher de citer les descriptions successives et hilarantes du Bonacan. Tout d'abord, sous la plume de Pline l'Ancien, on parle d'une bête de Péonie nommée Bonaz, à crinière de cheval et du reste ressemblant à un taureau. Ses cornes sont si contournées qu'elles ne peuvent lui servir pour combattre. Aussi a-t-il recours à la fuite et en fuyant, il lance à la distance de 3 jugères une fiente dont le contact brûle comme une sorte de feu ceux qui le poursuivent. L'auteur de l'article du Monde a calculé l'équivalent actuel de 3 jugères et c'est approximativement 7500 mètres carrés. Donc on imagine bien qu'un tel paix mette un territoire à feu et à sang. Aristote décrit le Bonacon ainsi. Il y a des animaux qui ont tout à la fois le pied fourchu, une crinière et 2 cornes qui sont recoupées l'une vers l'autre. C'est le cas du Bonaz. Il est à peu près gros comme un taureau et il est plus massif que le bœuf parce qu'il n'est pas allongé. Sa peau bien déployée pourrait donner place à 7 personnes. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à un bœuf, si ce n'est qu'il a, comme le cheval, une crinière qui va jusqu'aux épaules. Son cuir est résistant contre les coups, sa chair est d'un goût agréable et aussi lui fait-on la chasse. Quand il est blessé, il se met à fuir sans discontinuer, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il se défend en lançant des ruades et en projetant ses excréments jusqu'à la distance de 4 brasses. Alors c'est environ 7,30 mètres, c'est beaucoup moins impressionnant. Ces excréments brûlent à ce point que les poils des chiens atteints tombent desséchés. Ok, c'est très précis. Alors, est-ce que le Bonacon a véritablement existé ? Là, je me sens pris entre 2 feux, avec d'un côté le camp des cryptozoologistes persuadés qu'ils peuvent rajouter cette bestiole à la longue liste comprenant les yétis, monstres du Loch Ness et autres chupacabras, ou le camp, auquel je fais partie, des scientifiques rabat-joie, qui font mourir à petit feu nos rêves de monstres mythologiques. À moins que je me tourne vers certains zoologistes qui viennent finalement à notre rescousse. Ceux-ci pourraient par exemple nous rappeler qu'il existe pas mal d'espèces d'insectes qui peuvent projeter des substances corrosives et qui brûlent. Il y a l'acide formique projeté par les fourmis, ou mieux encore, un liquide corrosif en ébullition projeté par l'extrémité de l'abdomen de coléoptères, surnommés les bombardiers. Ces derniers balancent un cocktail chimique digne d'un feu d'artifice, mais qui est maintenu stable dans le corps parce que les 2 réactifs sont stockés dans 2 glandes séparées ou à l'aide d'un inhibiteur chimique. Chez l'espèce Metrius contractus, ces 2 réactifs sont le peroxyde d'hydrogène, c'est de l'eau oxygénée, et l'autre, c'est de l'hydroquinone. Et si on mélange les 2 produits chimiques, on a en laboratoire une réaction qu'on appelle une réaction très chaude, très exothermique. On pense ainsi que la température du jet émis par le coléoptère peut atteindre 100 degrés Celsius, comme nous l'apprend Max Barclay, qui est conservateur au Musée d'histoire naturelle de Londres. Le coléoptère ne mélange les 2 produits chimiques qu'au moment précis où il doit se défendre, et le mélange est presque instantanément éjecté avec force par l'extrémité de l'abdomen. La chambre de réaction résistante, située à l'extrémité arrière du coléoptère, protège le reste des organes internes de l'insecte contre les dommages. Comme quoi, la nature dépasse toujours la fiction, et cette maxime, vous pouvez la graver en lettres de feu. Merci. Et donc, autant on ne pouvait pas répondre aux questions que vous auriez pu avoir sur les feux de forêt et sur l'anthropologie parce que Cléora n'est pas là avec nous, autant si jamais vous avez des questions sur cette petite chronique et sur justement le feu animal, vous pouvez prendre un micro, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a. Salamèche, malheureusement, donc voilà, la question c'était Salamèche alors. Malheureusement, Salamèche, je ne crois pas qu'il existe, puisqu'il est aussi, on va dire, légendaire que les dragons.
Je suis vraiment déçue que tu n'aies pas parlé des Pokémon Feu, du coup. Oui, désolé. Qui c'est qui m'a parlé Ah oui. Ouais, et le xénomorphe, non? Le xénomorphe, c'est corrosif, mais je ne sais pas si c'est brûlant. C'est vrai que on a l'impression que donc le xénomorphe, c'est la fameuse créature d'Alien. A priori, il aurait un sang acide. Et pour d'autres chroniques, d'ailleurs, j'avais cherché s'il y avait des sangs qui étaient acides dans le monde animal. Le plus bas qu'on ait jamais trouvé, c'est un pH de 6. Donc c'est très 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 loin des pH qui seraient nécessaires pour pouvoir fondre quoi que ce soit. Cependant, on pourrait envisager qu'il y ait un sang qui devient au contact de l'air acide, et que ça, c'est déclenché uniquement quand un inhibiteur qui se trouve dans le sang est altéré par l'oxygène. Donc ça, j'avais fait le calcul de ce qu'il fallait faire comme produit, etc. Et c'est trop d'énergie pour avoir été sélectionné par l'évolution. Mais du coup, s'il devait y avoir un dragon, il ressemblerait plutôt à une vache. On est d'accord. Qui rote du feu. Voilà, ça par contre, non seulement Aristote, Pline l'Ancien, mais le paléontologue Jean-Sébastien Steyers s'accorde à le dire. Oui. C'est vraiment cette piste-là pour... le génie génétique n'a qu'à modifier une vache pour pouvoir faire des créatures dragonesques. Plus sérieusement, sur le début de ta chronique, la fabrication du feu par l'être humain, ouais. Tu as parlé de frotter des silex. J'ai entendu dire, j'ai jamais produit de feu moi-même, mais j'ai entendu dire que 2 silex produisent des étincelles froides et que ça ne peut pas allumer du feu et qu'il faudrait un métal, donc une météorite ou quelque chose comme ça, et un silex. C'est pas nécessairement un métal, mais en effet, si on n'utilise que 2 silex, c'est toujours l'idée qu'on a qu'on va. Oui, quand on est gamin, on a fait un projectile, on fait des étincelles. Et tu vas faire des étincelles, ça ne marche pas, en effet. D'accord. Déjà, il faut une substance qui permet véritablement d'entretenir le feu, c'est-à-dire de recueillir l'étincelle. Et ça, la matière qui semble la meilleure pour le faire, c'est des champignons qu'on appelle l'amadouvier et qu'on peut pulvériser. Et ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on peut mettre, je crois, une poudre de magnésium sur cet amadouvier. Donc ça devient très technique. Ça permet de diminuer l'inflammabilité de cette substance. Donc c'est-à-dire qu'à augmenter l'inflammabilité, mais de diminuer la température nécessaire pour qu'elle s'enflamme. Mais surtout, pour pouvoir avoir 2 matières minérales qu'on tape, la meilleure, c'est le silex d'un côté. Et c'est pour ça que les analyses que je vous ai montrées, qui permettent vraiment de dater le plus vieux kit, c'est chez Homo neanderthalensis, c'est véritablement l'observation de bifaces dans lequel les structures microscopiques et de la spectroscopie a permis d'identifier vraiment qu'il y a eu des chocs qui ont été réalisés. Et ces chocs, on pense qu'ils ont été réalisés avec une autre roche qu'on appelle la pyrite. Pas besoin de météorites, etc. Pyrite, okay. Ça existe et en fait, on a observé, donc c'est une corrélation, on ne sait pas encore vraiment si ce kit était reconstitué, mais il y avait de l'exploitation de mines de pyrite à cette époque-là. Donc on sait qu'ils collectionnaient ces pierres-là, et donc nécessairement, en faisant 1 + 1, on arrive à envisager que c'était ce qu'ils faisaient pour pouvoir faire ces kits. Bien entendu, on imagine bien que c'est plutôt la friction qui a été faite au début. Parce que 2 bouts de bois, n'importe qui peut le faire. C'est hyper galère. Enfin, n'importe qui. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais normalement, techniquement, on peut le faire. Le terme pyrite lié au côté pyro ou C'est ça. Le pyrite, c'est le matériau qui génère du feu. Ça vient de pyro, de feu, oui, en effet. Ça veut dire que du coup, on n'a pas de traces de plus de 50 000 ans. Une question arrive à gauche comme ça, par surprise. Oh, wow. Mon Dieu, mais c'est toi. J'ai le droit de le faire. Oui, bien sûr. Ça veut dire que on n'a pas de traces de plus de 50 000 ans parce que c'était plutôt de la friction utilisée, mais ils ont utilisé la friction avant. Les scientifiques en sont convaincus. Ils en sont convaincus, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de preuve directe. Ouais. Donc là, c'est une preuve directe de la domestication du feu avec un kit pour pouvoir le produire. Mais on sait très très bien qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'avoir le kit pour fabriquer du feu pour entretenir des foyers. Un feu qui apparaît, vous avez peut-être vu déjà la guerre du feu. On voit, hop, ils attendaient qu'il y ait un feu de forêt, etc., des incendies, ils prennent les flammes et voilà. Il y a un attrait pour ça, et c'est l'observation notamment des grands singes à l'heure actuelle, qui souvent se baladent près de zones qui viennent d'être incendiées, qui laissent penser que ce comportement, il est très présent chez les grands singes
dont nous sommes issus. Ok, merci. Voilà. Alors, question. Moi, j'ai une source documentaire très très fiable, sûrement, Les Enfants de la Terre de Gene Hoyle, que j'ai lu quand j'étais ado, où il disait qu'il transportait des braises dans de la corne creuse pour éviter de rallumer les feux à chaque fois et qu'il transportait la braise chaude. Est-ce que c'est vrai? Je ne me suis pas documenté là-dessus. Très bien. Donc, on n'a pas fact-checké. Comment tu dis? Les Enfants de la Terre? Ouais, c'est un roman, hein. C'est pas scientifique. D'accord. Tu veux dire que Bernard Werber et les fourmis, c'est pas vrai? Très bien. Bah écoutez, J'ai je une pense. petite question de Ah la gauche, merde. si je peux encore poser une Vas-y, question. bien sûr. C'est quoi le chupacabra? C'est une bestiole mythologique du Mexique qui bouffe des chèvres. Au top. Ok, merci. Voilà. Et on ne sait pas trop très bien à quoi ça ressemble, sauf que ça bouffe des chèvres. Ok, d'accord. Et c'est effrayant, il paraît. On va faire une émission de podcast science au Mexique. Il y avait encore une question? Non, c'est bon. Ok, eh bien écoutez, après ce sujet brûlant, on va se brûler avec Gaël et s'apercevoir que probablement les méfaits du feu peuvent avoir des conséquences drastiques sur notre morphologie, j'imagine. Paraît-il. On a commencé un peu à aborder le sujet avec la question du coup du xénomorphe et de l'acide. Et donc, puisque Podcast Science met le feu à Pod Paris, on va, cette fois-ci, pour cette chronique, j'ai décidé de calmer un peu le jeu et on va dire qu'on va éviter de jeter de l'huile sur le feu. Alors, je vais aussi essayer de faire des blagues sur le feu, mais je pense que Topo est bien meilleur que moi, il en a fait beaucoup plus et sa chronique était beaucoup plus longue. Donc, ça va être compliqué de le battre. Et donc, pour cette émission un peu spéciale, moi, je me suis penché sur un sujet auquel on a tous été confrontés, qui est les brûlures. Et en bonus, pour vous, on va en profiter pour tordre le cou à quelques idées reçues bien tenaces sur les brûlures. Accrochez-vous jusqu'à la fin. Alors, les brûlures, en fait, c'est pas un sujet aussi anodin qu'on pourrait le penser. Moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, bon, ok, oui, tout le monde s'est déjà brûlé un peu à droite à gauche, mais bon, en fait, c'est hyper grave. Hein. Chaque année, 180 000 personnes meurent dans le monde d'une brûlure. C'est comme si la population de Toulon disparaissait en fumée. Enfin, si vous me permettez le jeu de mots. Alors, si je vous demande ce qui peut provoquer une brûlure, qu'est-ce que vous répondez? Dans la salle? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. C'est un indice? Il y en La a d'autres? chimie. La chimie, ouais, comme quoi? Comme le latex de figuier. Ah ouais, ça brûle? Ouais, ça brûle, ouais. Le piment, ça brûle. Oui, le piment, ça brûle, ouais. Des frottements. L'eau bouillante, ouais. L'huile chaude. Un amour contrarié. Oh, ça se voit qu'on est dimanche matin et pas mercredi soir. Hein. Effectivement, tout ça, c'est effectivement des brûlures. Il y a les sources de chaleur, donc on a parlé du feu, les braises, apparemment transportées dans des cornes dans les Enfants de la Terre. Merci Léa. Il y a la fameuse casserole d'eau bouillante dont on a parlé. Il y a la tasse de thé trop chaude. Bref, ça, c'est les classiques. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Par exemple, votre dernier coup de soleil sur la plage cet été parce que c'est bon, il est 15h, je vais pas cramer. Et en fait, bah si. Ça, c'est les rayons UV qui brûlent votre peau. Les rayonnements de radiothérapie pour traiter un cancer, c'est le même principe. Et on ajoute à tout ça les coups de jus à la Claude François ou encore les produits chimiques comme les acides. Et là, on a une belle palette de méthodes pour se brûler. Et en fait, quelle que soit la cause, on va dire, de la brûlure, le résultat, il est exactement le même. C'est les cellules de la peau qui sont détruites. Et parfois même, les tissus qui sont en dessous de la peau. Il y a plusieurs degrés de brûlure, du moins grave au très grave, selon la profondeur des dommages. Et c'est ça qu'on entend souvent parler. On en dit, il y a des gens brûlés au 1er degré, au 3e degré, au 2e degré, etc. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des sous-degrés, mais voilà. Et pour les cas les plus graves, toutes les couches de la peau sont détruites. Et là, on passe carrément avec de la chirurgie, avec des greffes de peau parfois impressionnantes. On entend parfois parler des gens où on greffe la peau des fesses pour mettre sur d'autres parties du corps. Ou maintenant, on peut aussi faire des greffes de peau qu'on fabrique en laboratoire. Bref. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau quand on se brûle? En fait, nos cellules sont remplies de protéines. Et ces protéines, ce sont un peu les ouvrières de la cellule. Elles réparent l'ADN, elles produisent de l'énergie, elles font le café, bref, elles font un peu tout ça. Elles font pas le café, c'est pas vrai. Et pour bien faire leur travail, chaque protéine a besoin d'une forme très précise. C'est un peu comme un origami très, très, très sophistiqué. Et comme tout origami, les protéines, elles ont leur faiblesse. Si l'environnement devient trop acide ou s'il devient trop chaud, eh ben, les protéines, elles se déplient, elles perdent leur forme. On parle de dénaturation. Et sans cette forme, elles ne peuvent plus fonctionner. La cellule devient opaque, se solidifie et meurt. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe quand vous faites cuire un œuf. Vous voyez, quand vous avez votre œuf sur votre poêle
au début, il est complètement transparent, le blanc de l'œuf est transparent, il devient opaque, tout l'ensemble se solidifie. Et ça, c'est ce qui se passe quand on cuit un œuf, parce que les protéines qui sont dans l'œuf, elles se dénaturent, et l'œuf devient solide et opaque. Et quand vous vous brûlez, c'est la même chose finalement, votre peau est un œuf qui cuit. On évite de le faire sur la poêle. Et ça se produit du coup à l'échelle des cellules de votre peau. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait en cas de brûlure ? Alors avant de trouver des trucs un peu rigolos, d'abord, si la brûlure est grave, on n'hésite pas, on appelle le 112 ou le 15, voilà, immédiatement. Moi j'ai appelé Superman, mais bon, ça quand on s'appelle Topo, on appelle Superman, mais bon, moi j'ai pas son numéro direct. Ouais, qui tu veux. Alors ça, voilà, ça c'est si la brûlure est grave, le 15 ou le 112. Mais si c'est moins grave, qu'est-ce qu'on fait ? Et je vous propose un petit jeu. Donc je vous cite quelques idées reçues sur les brûlures et vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Topo, t'as pas le droit de jouer parce que tu regardes mon script depuis tout à l'heure. Oui, je suis un bon MC. Alors, première idée reçue, mettre de l'eau très froide ou des glaçons sur la brûlure. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Bonne idée, mauvaise idée, ça dépend ? Ça dépend de la brûlure. Là, on en reste sur des brûlures pas très graves. Si c'est grave, évidemment, aux urgences, etc. Il faut que ça coule, ouais, effectivement. En fait, juste mettre de l'eau très froide comme ça ou des glaçons, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, le froid abîme encore plus la blessure. Et ça risque en fait d'élargir la zone qui est brûlée. Donc la bonne idée, c'est de passer la zone sous de l'eau froide, mais en fait, pas très froide. C'est plutôt température ambiante pendant 15 à 20 minutes. Comme ça, en fait, on fait redescendre la température. Qui a le temps de faire ça ? En fait, moi, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas la patience d'attendre 15 à 20 minutes. Je me dis juste, bon, c'est 15 vraies minutes, c'est pas 1, 2, c'est bon, ça va suffire. Ouais, c'est ça, on met pas directement sur la brûlure, on laisse couler. En secourisme, il nous parle des 3-15. C'est 15 minutes à 15 degrés à 15 cm du jet. C'est parfait. Alors, donc, ça, c'était une mauvaise idée. Deuxième idée, appliquer de l'huile sur la brûlure. Là, pas de l'huile bouillante, évidemment, juste de l'huile, du gras ou un truc comme ça. Pas de bonne idée. Pour la cicatrisation après. Ouais, il y a la question. Voilà, là, du coup, c'est vraiment sur le moment même. Sur le moment, c'est ça Sur le moment, oui. Mettre de l'huile ? Mettre de l'huile. Sur le feu ? Pas sur le feu. Ah. Mais de l'huile. Moi, quand j'ai fait mes recherches, quand je regardais c'est quoi les astuces de grand-mère, j'ai quand même vu des astuces où on disait de mettre du beurre sur la brûlure. Il ne faut pas le faire. Ah, il ne faut pas ? On ne met pas de beurre. Sauf si on veut manger la brûlure. Si on veut manger son camarade qui s'est cramé, pas de souci. Mais... Voilà. Un beurre maître d'hôtel. Voilà. Et beurre salé, bien sûr. Du beurre, quoi. Merci Topo, du beurre. Voilà, beurre salé. Donc ça, c'est une mauvaise idée, en fait, parce que ça aide pas. Et en plus, ça augmente le risque d'infection parce qu'il n'y a plus d'air qui passe. Le tissu, il risque ensuite de s'infecter. Autre idée reçue, c'est pas une blague, hein, le dentifrice sur la brûlure. Voilà, vous le faites pas ? Comment ça ? Ah bon ? Du dentifrice. Non, ne le faites pas. Et par contre, des gens le font vraiment, hein, mais ne le faites pas. D'accord ? S'il vous plaît, c'est la même chose. Ah, il y a différentes sortes de dentifrice. Aucun. Toutes les sortes de dentifrice, c'est non. Pas les dentifrices sur les brûlures. Là aussi, ça augmente le risque d'infection. Et alors, une nouvelle idée, appliquer de la biafine. Pas sitôt, oui, pas au moment de la brûlure. Voilà. Ce qu'on fait, c'est encore une fois le 3-15. Je fais genre que je connais hyper bien le sujet, alors qu'en fait, c'est là qui donne les indices. Donc, on reste toujours sur le 15 minutes. Et ensuite, oui, on met de la biafine. Ça permet d'hydrater la zone brûlée. Et ça facilite la guérison. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Pas de dentifrice, pas de beurre, même si c'est du beurre salé. On s'occupe simplement de mettre de l'eau et ensuite de la biafine. Et si c'est urgent, le 15 ou le 112. Voilà, vous êtes incollable sur les brûlures. Donc la prochaine fois que quelqu'un se brûle autour de vous, non seulement vous saurez quoi faire, mais en plus vous pourrez épater la galerie avec un petit cours de bio sur le sujet, parce que de toute façon la personne sera coincée pendant 15 minutes, le temps de passer la zone brûlée sous l'eau. Voilà, donc vous aurez de quoi faire. Après, il y a les différents types de brûlures, effectivement. Là, on reste sur un cas assez général. Dans tous les cas, ne vous brûlez pas, s'il vous plaît. Et donc, on ne fait pas appel aux personnes coupe-feu, c'est ça ? Alors, je vais pas aborder dessus parce qu'il se trouve que ma maman fait ça. D'accord. Mais ça marche ? Elle écoute pas le podcast. Moi, je suis scientifique. On a souvent le débat et je lui dis tu es une sorcière. Faites ce que vous voulez après. Est-ce que vous avez des questions pour Gaël ? Je ne sais pas si on peut apporter le micro. Oui, si on peut avoir le micro.
C'est la panique dans la salle. Je crois que vous avez évoqué le piment qui brûle. Et j'ai appris récemment, mais j'aimerais bien avoir votre confirmation, qu'en fait le piment ne brûle en réalité rien, mais que c'est des agents, en fait, je sais pas comment dire, j'y connais rien en bio, qui s'activent et qui donnent cette impression de brûlure pour qu'on arrête de manger du piment, parce qu'après ça poserait des questions, des problèmes de digestion ou autre. Donc c'est une sorte d'alerte de fake brûlure en fait. Exactement. C'est un peu le pendant du menthol qui donne la sensation de froid sur la langue sans réellement qu'il fasse froid. Là, c'est la même chose. Alors, je crois que c'est la capsaïcine. Capsaïcine. Et c'est quelque chose qui, alors, dans tous nos systèmes sensoriels, il y a des récepteurs à des molécules chimiques. Ça fonctionne un peu comme des clés et des serrures. Et la capsaïcine, c'est la clé qui rentre dans le verrou du récepteur à la chaleur, qui s'appelle TRPM8 pour l'info. Et en fait, ça active ce récepteur de la même façon que la chaleur le fait. Donc, si vous vous brûlez les mains à la capsaïcine, je l'ai fait pour vous, ne le faites pas chez vous, vous avez vraiment la sensation d'avoir vos deux mains sur une plaque de cuisson pendant 24 heures et vous ne pouvez rien y faire à part mettre vos mains dans les glaçons pour couper la sensation. Mais vous n'êtes pas brûlé, c'est pas rouge, c'est rien du tout. C'est juste que vous avez la sensation de douleur et c'est atroce parce que voilà. Ne mettez pas de biafine non plus, puisque la capsaïcine est une molécule qui aime le gras. Et donc le gras, ça pénètre dans la peau et ça fait pénétrer la capsaïcine plus loin. Donc surtout, pas de gras. Je l'ai testé pour vous. C'était avant d'apprendre que c'était une molécule liposoluble qui se dissolvait dans le gras. Voilà. Et merci Léa, d'avoir sacrifié ça. Est-ce que le pain, ça aide à ne plus sentir le piment, l'effet du piment? Le pain, ça peut un peu aider. En fait, on vous conseille souvent dans la bouche de boire du lait ou des matières grasses, justement, parce que ça va emporter la capsaïcine dans votre système digestif et pas le laisser dans votre bouche. Ça, c'est possible. Par contre, sur la peau, évitez. Ça pénètre le gras. Moi, je voulais ajouter un petit mot sur les barreurs de feu. C'est ça que vous avez dit entre vous. J'ai pas très bien entendu. Hein, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai étudié un peu la question des barreurs de feu, de constater il y a l'effet placebo qui fait qu'on peut avoir cette sensation de mieux-être sans forcément que le corps aille mieux en réalité. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal effectivement de se sentir mieux, même si dans la réalité, c'est autre chose. Si jamais, évidemment, ça ne nous écarte pas d'un vrai traitement. Mais la deuxième chose aussi qu'on oublie ou qu'on ne sait pas quand on fait appel à un barreur de feu, c'est que quand on est brûlé vraiment très profondément, au bout d'un moment, on ne sent plus rien, tout simplement parce qu'on a grillé en fait les capteurs sensoriels de la peau. Et souvent, les barreurs de feu sont appelés à un moment donné où, justement, quand c'est des grands brûlés, ils arrivent à un stade où ils sont sur le point de ne plus rien sentir. Et donc, quand les barreurs de feu interviennent, on se dit « Ah, mais c'est miraculeux, la personne se sent beaucoup mieux, elle n'a plus de douleur, etc. » Mais ça peut être lié justement à ce moment fatidique où la personne a perdu toute sensation tactile, en fait. Voilà. Merci pour ces informations. On peut vous demander votre nom pour savoir votre identité pour Oui, je suis Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc. Eh ben merci. Voilà, merci mais j'ai pas fait d'émission sur le sujet, mais je me suis un peu documentée là-dessus. Et bientôt, je vais faire une émission sur le placebo, donc ce sera sans doute une occasion de parler de ça. Fantastique. On l'écoute. Hâte de l'écouter. Et on va passer donc à la chronique botanique d'Eléa. Est-ce que tu vas mettre le feu à toutes ces plantes ou comment ça va se passer? Bien sûr, on va mettre le feu. Moi, je suis très contente de prendre la parole à la fin, puisque pour une fois, j'aurai presque le dernier mot. Donc maintenant qu'on a appris que le feu, ça brûle, que ça fait mal, qu'on a vu que le monde entier allait potentiellement brûler parce qu'on savait plus gérer nos forêts, par les mains d'animaux sauvages tous plus inconscients les uns que les autres, que les dragons ça n'existait pas, mais les vaches qui créent des fientes acides si. Fort heureusement, c'est à moi de vous partager des trucs intéressants. Alors, on savait déjà que les plantes, c'était formidable. Ça, je vous l'apprends pas, surtout si vous écoutez Podcast Science depuis un moment. Pourquoi ? Parce que ce sont déjà les seuls organismes qui ont la capacité d'exploiter l'énergie virtuellement illimitée de la lumière du soleil, qui vient d'une combustion, je le rappelle, je suis dans le thème, pour fabriquer leur nourriture, c'est-à-dire du sucre, à partir de carbone suspendu dans l'atmosphère sous la forme de dioxyde de carbone. Super. On savait aussi qu'elles étaient quasiment magiques parce que leurs cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles sont théoriquement dans les bonnes conditions, capables de devenir n'importe quel autre type de cellule, ce qui leur donne la capacité au passage de se cloner à l'infini. Donc c'est grâce à cette caractéristique que vous pouvez aller échanger vos petites boutures de plantes vertes le dimanche matin. Voilà, ceux qui ne sont pas là sont probablement en train de faire ça, j'imagine d'ailleurs. Sûrement. Et ça va être important pour la suite, vous verrez.
Alors, j'aurais pu vous parler des plantes qui créent des brûlures, mais c'est pas du feu, c'est souvent par un arsenal chimique. Et en plus, on en a déjà un peu parlé dans une autre émission Radio Dessinée qu'on avait enregistrée il y a quelques années au Jardin botanique de Nancy. Les plantes ne comptent pas pour des prunes, notamment ce fameux latex de figuier. Si vous avez oublié de quoi il s'agit, le latex de figuier, si vous en avez sur la peau et que vous vous exposez au soleil, vous allez avoir des grosses cloques bien dégueulasses et finir à l'hôpital. Ne faites pas ça chez vous. Donc, je préfère revenir sur la première chronique de Cléora. Comment les plantes, comme les plantes sont si formidables, on a pleuré le fait qu'elles partent en fumée dans les incendies français ou canadiens. Vous imaginez tout ce dioxyde de carbone, longuement emmagasiné sous la forme de cellulose ou de lignine, les fibres et les substances qui composent le bois. Le bois, ça brûle bien. Vous l'avez tous expérimenté chez vous, dans une cheminée ou en colo avec vos marshmallows. Tout ce CO2 piégé, envolé dans l'atmosphère à nouveau, sous l'effet du plus grand prédateur que la Terre ait connu, le feu. C'est triste. Mais si vous vous imaginez que le futur, c'est goodbye Lénine, parce que le monde n'arrête pas de chauffer, rassurez-vous, ne jetons pas l'éponge, laissez-moi éteindre l'incendie de vos appréhensions en vous emmenant dans le monde merveilleux des championnes, toutes catégories des super-pouvoirs du monde vivant, les plantes pyrophytes. Telles des Avengers armés d'une super armure, les flammes les traversent sans faire de dégâts, voire les rendent plus fortes. Les biologistes désignent ces plantes par le terme pyrophyte. Pyrophyte, ça vient du grec pyros, le feu, phytos, la plante. C'est facile l'étymologie. Et ça désigne une plante dont la reproduction, la propagation, la multiplication, ou les trois à la fois, sont favorisées par des incendies. Alors, il distingue plusieurs types de plantes pyrophytes. Les plantes pyrophytes passives, celles qui se contentent de supporter le feu et d'y résister, et les plantes pyrophytes actives qui réagissent activement au feu en faisant des trucs de fou. Je vais y venir. Dans cette catégorisation, des fois, ils utilisent un terme un peu plus spécifique encore, les plantes pyrophiles, toujours du grec pyros, vous avez suivi, mais philein, aimé. Donc, elles dépendent, elles, du feu pour se reproduire, littéralement. Alors, pour comprendre comment les plantes survivent au feu et leurs adaptations, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne un incendie ou un feu de forêt. En réalité, dans un incendie, les températures sont très variables en fonction du type de milieu et du type de végétation qu'on va avoir. Alors, je suis allée chercher des données pour vous donner des informations factuelles. En savane, on peut atteindre jusqu'à 600-800 degrés à 80 cm au-dessus du sol. Et puis, la température redescend, c'est-à-dire que plus haut, c'est moins chaud, et plus bas, c'est moins chaud aussi. Du coup, les strates basses et les strates hautes sont moins touchées par le feu, le temps qu'il passe. Pourquoi c'est intéressant ? Vous verrez. Alors, les gens qui travaillent sur la question distinguent donc l'intensité des feux de forêt de leur sévérité, c'est-à-dire l'impact concret qu'elles ont sur l'écosystème par la suite. Donc, pourquoi ça fonctionne tout ça ? Même si un feu est très intense, il ne sera pas forcément très grave, dans le sens où il y a plein de paramètres, du style la conductivité thermique du sol, c'est-à-dire sa capacité à transmettre la chaleur du dehors, elle n'est pas toujours bonne. À 5 cm au-dessous du sol, par exemple, au-dessous du sol, si on a de la chance, plus personne ne souffre du feu. Mais on a actuellement assez peu d'informations sur la façon dont les communautés de bactéries, de champignons, sur la structure du sol, etc., sur comment elle est affectée post-incendie et comment ça se répercute concrètement sur les plantes qui recolonisent ces espèces-là. Mais bon, peu importe, maintenant qu'on a cette information, quand on est une plante, il suffit d'avoir la bonne stratégie. Alors, il y a des espèces qui se sont dit très simplement. Alors, je fais un peu d'anthropomorphisme ici, vous comprendrez que les plantes ne se sont pas dit consciemment ça. Elles ne parlent pas ? Elles ne parlent pas. Quoi ? Non. On est dimanche matin, mais quand même. Alors, une stratégie très bête, c'est simplement d'éviter les incendies au cours de l'année. Voilà, si votre incendie est en été, vous vivez pas en été et vous faites tout votre cycle de vie entre deux périodes d'incendie. Comme ça, vous vivez, vous mourrez, vous ne subissez pas d'incendie et vous êtes très contente. Les scientifiques ont un mot pour tout. Ils appellent ces espèces les espèces monopyriques. Elles font leur cycle de vie entre deux incendies. Et puis, vous avez les espèces polypyriques, celles qui vont continuer à vivre en subissant plusieurs incendies au cours de leur vie. Voilà. Alors, pour les polypyriques, qui vont être obligés d'affronter le feu, comment ne pas brûler ? Tout d'abord, se protéger d'une enveloppe qui permet à l'incendie de passer sans qu'on ne crame tout. Vous en connaissez peut-être une plante qui est capable de faire ça, dans le sud de la France. Le chêne-liège, bravo. Le chêne-liège, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entoure d'un manteau poreux qui est potentiellement gorgé d'eau et qui retient l'eau et qui évite, du coup, au feu de traverser pour que le bois ne brûle. Voilà, tout simplement.
On trouve ce phénomène aussi dans les parties souterraines. Certaines plantes vont avoir leurs feuilles complètement ravagées et brûlées, mais dans le sous-sol, on verra une partie de racine, un rhizome, qui lui est entouré d'une réserve d'eau qui lui permettra de ne pas brûler et donc de régénérer une nouvelle plante. Génial. Cette capacité de totipotence dont je vous parlais tout à l'heure permet aux plantes de rebourgeonner. Souvent, les plantes prévoient des bourgeons et des structures qui sont prêtes à repartir avec des cellules souches qui sont là en attendant. Et si un truc se passe mal, hop, ça repart. Alors, exemple de ces trucs-là, je voulais pas vous donner des exemples trop bateaux parce qu'en fait, il y a plein de plantes qui font ça. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'un arbre africain qu'on ne connaît pas forcément sous son nom scientifique, Butyrospermum paradoxum, ça vous dit quelque chose? Non. En anglais, ça s'appelle le shea butter, et vous le connaissez plus communément sous le nom de arbre à karité, puisqu'on extrait de la graine une matière grasse, après rôtissage, broyage et ébullition, on en extrait une huile que l'on intègre dans les cosmétiques. Donc ça, c'est un arbre qui pousse en Ouganda. Là-bas, on l'utilise pour la cuisine. L'arbre met 10 ans à produire ses premiers fruits et atteint sa pleine maturité au bout de 30 ans. Le saviez-vous? C'est long. Donc pour s'assurer de rester aussi longtemps et de produire des fruits, à un moment dans sa vie, mieux vaut s'assurer de résister au feu. Parce que là-bas, ça brûle et ça brûle souvent. Son bois est donc dense, imputrescible, il ne brûle pas ou peu, et il est d'ailleurs inattaquable par tout un tas de choses, outre le feu, et notamment les termites. Alors, j'ai appris en faisant cette chronique aussi que y a une grosse chenille noire qui vit exclusivement de cet arbre. Elle s'appelle Sirina butyrospermi. Elle se nourrit que des feuilles de cet arbre et les gens les mangent en sandwich dans cette zone du monde. Alors, vous allez me dire c'est un peu hors sujet, quoique ils les font cuire au barbecue, donc je me suis permise. Bref, je m'égare. Mais cette espèce a une stratégie, c'est que pour les nouvelles générations, ces graines vont germer assez précocement et elles vont enterrer sous terre ce qu'on appelle des plumules. C'est la partie du germe de la graine qui est destinée à devenir la tige. Et donc elle fait toujours une plumule de secours qu'elle enterre à plusieurs centimètres du sol. En cas d'incendie, ça peut repartir tout de suite. Voilà. En plus de ne pas brûler, c'est pas mal. Donc ça marche pour plein d'espèces. Autre exemple que j'ai pris au hasard parce qu'il y en a plein, Imperata cylindrica. C'est une espèce de grosse herre d'1,50 m qui vient d'Asie du Sud-Est. Et pour elle, le feu, c'est un véritable avantage sélectif. Non seulement ça élimine toute la concurrence autour, puisque ça brûle à des températures bien plus faibles que ce que elle brûle, mais en plus ça favorise l'éclosion de ces graines qui se répandent littéralement par millions. Elles se propagent en plus grâce à un rhizome, une partie souterraine qui contient de l'eau, ce qui la rend très invasive, et elle est considérée par l'IUCN, le gros organisme qui inventorie la biodiversité du monde, comme une des plus grandes invasives mondiales. Voilà, tout ça parce qu'elle résiste au feu, sympa. Vous trouvez ça également chez les cystes, etc. Voilà. Pour certaines plantes, on va encore plus loin. Le feu peut libérer la dormance des graines et stimuler la germination. C'est le cas d'arbres très très communs qu'on a autour de chez nous, le nerprin, l'aulne, la clématite, qui est une espèce de vigne sauvage. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir cette caractéristique. Du côté des graminées, il y en a tout un tas. On s'imagine que l'herbe ça brûle bien, mais elles ont tout un tas de stratégies. Alors plus fort encore, vous avez un phénomène qu'on appelle la sérotinie. La sérotinie, c'est quoi? C'est le fait de garder ces graines dans des fruits fermés, parfois plusieurs années après que les graines soient matures. Alors ça sert à quoi, concrètement? En fait, ça permet de garder sur l'arbre des réserves de graines et lorsque les conditions seront propices, par exemple après un incendie, les graines vont être libérées par le feu. Donc la résine qui ferme ces enveloppes-là va fondre, le fruit va enfin s'ouvrir et les graines, elles seront sur un nouveau terrain tout beau, tout propre, sans compétition, pour pouvoir faire une nouvelle génération de plantes. Ça, on le retrouve beaucoup chez les espèces résineuses, donc les pins de tout genre, et aussi chez les séquoias géants de Californie. Alors j'ai eu la chance d'aller les voir, ils sont vraiment géants, c'est assez impressionnant. Et là-bas, quand on discute avec les gens qui font les plans de gestion de Californie, ils se sont dit « Ah super, ces arbres ils sont en train de disparaître, alors du coup on va faire des parcs dans lesquels on les protège, trop bien ». Sauf que pendant des années, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à faire germer de séquoias. Voilà,
Et ils ont compris après qu'il fallait brûler les séquoias pour faire des bébés séquoias. Donc en fait, la plante non seulement résiste au feu avec la stratégie de l'écorce super épaisse qui se gorge d'eau, etc. Mais en plus, pour que de nouveaux bébés séquoias germent, il faut brûler les cônes pour libérer les graines et ainsi de suite. Maintenant qu'ils ont compris ça, ils font de la gestion aménagée en faisant des incendies contrôlés dans des parties du parc pour régénérer les populations de séquoias. C'est beau, hein. Alors, je vous parlais de la sortie de dormance suite à la chaleur. Certaines graines ont des enveloppes si épaisses qu'en fait, il faut vraiment du feu, soit pour altérer l'enveloppe, soit une molécule pour dire à la graine « c'est l'heure de se réveiller ». Et ça, c'est un produit qu'on trouve parfois dans la combustion, dans les fumées de combustion. Autre stratégie, vous pouvez déclencher votre floraison juste après un incendie. La plupart du temps, on fait d'abord les feuilles pour faire de la photosynthèse, et puis ensuite, on va produire les fleurs, qui sont les organes reproductifs. Et chez les espèces pyrophytes, la plupart du temps, on déclenche sa floraison juste après le passage de l'incendie, grâce à des réserves qu'on a accumulées dans nos parties souterraines. Ils estiment qu'au centre du Brésil, dans le Cerrado, donc qui est un endroit où il y a beaucoup d'incendies, jusqu'à 66% des espèces pyrophytes ont cette stratégie. Un exemple plutôt impressionnant, c'est une plante, un carex, donc c'est un truc qui ressemble à de l'herbe, grosso modo, qui s'appelle Bulbostylis paradoxa. Et elle, non seulement c'est une plante qui a un codex, le codex c'est une structure un renflement de la tige qui contient de l'eau pour se protéger, mais en plus, quand elle brûle, elle est capable de fleurir et les fleurs émergent 24 heures après un incendie. C'est extrêmement rapide. Et donc ces plantes-là qui ont des fleurs, on appelle ça la floraison pyrogène, le fait que le feu génère la floraison, ça offre pas mal d'avantages. Les plantes à floraison pyrogène, elles fleurissent tout ensemble, simultanément après un incendie. Et du coup, on peut augmenter le taux de pollinisation et créer un boom de graines temporaires qui, on peut l'imaginer, a plusieurs avantages. Si vous faites toutes vos graines d'un coup, les insectes qui potentiellement pourraient manger vos graines, ils vont être saturés, et donc vous aurez toujours des graines qui survivent. Ça peut permettre aux plantes d'éviter des fortes prédations, de graines post-incendie, et puis ça peut aussi être avantageux en permettant aux plantes de profiter de nouvelles ressources dans le sol, éviter la concurrence, etc. Alors, il y a des plantes qui vont plus loin. Non seulement elles résistent au feu, mais en plus, elles favorisent le passage du feu. C'est le cas de certains eucalyptus et de certains pins. Ils produisent des molécules qu'on appelle les terpènes, des huiles odorantes qui sont hautement inflammables. Et du coup, en plus de ça, elles ont des petites feuilles qui crament bien. Les feuilles, elles ont tendance à traîner au bas de l'arbre. Vous voyez les aiguilles de pin, quand vous allez dans un sous-bois forestier, vous avez un tapis d'aiguilles de pin. Ça prend très bien feu, n'essayez pas. Et donc, elles laissent traîner leurs feuilles sèches en bazar. Elles produisent des substances inflammables. Donc, en fait, elles ont carrément développé un moyen de faire en sorte que tout crame autour d'elles pour régénérer leur propre population. Des plantes pyromanes, quoi. C'est des plantes pyromanes, tout à fait. Et alors, un truc auquel j'avais pas vraiment pensé avant de faire la chronique, mais certaines plantes basent leur stratégie de dispersion des graines sur le recrutement de fourmis. Donc, il y a des plantes qui sont capables de produire sur leurs graines une petite structure qu'on appelle l'élaïosome, et ça marche un peu comme une petite poignée de sac à main, mais qui serait grasse. Voilà. Et donc, les fourmis vont pouvoir attraper les graines qui d'ordinaire sont plutôt lisses par cette petite poignée de sac à main, les ramener dans leur fourmilière, ensuite manger cette partie qui contient du gras, et le gras c'est la vie, donc tout le monde aime ça, même les fourmis, et puis l'emmener dans leur fourmilière, quoi. Donc la graine se déplace, et elle se déplace sous terre. Et il y a beaucoup d'espèces pyrophytes, en réalité, qui ont cette stratégie et qui font en sorte que les fourmis aillent protéger les stocks de graines dans leur fourmilière. En plus, après un incendie, ils ont constaté que les espèces qui disséminaient des graines comme ça, elles avaient tendance à déménager. Voilà, on peut comprendre que la vue soit pas agréable après un incendie et qu'on préfère mettre sa fourmilière ailleurs. Et donc, après un incendie, elles ont tendance à déplacer les stocks de graines, ce qui augmente en plus la dissémination de la plante. Enfin, voilà.
Alors, des nouvelles espèces pyrophytes et des stratégies de dissémination, on continue à en découvrir. J'ai refait la littérature pour la chronique. Récemment, il y a moins de 10 ans, on a découvert que des plantes carnivores à urnes, vous savez, les népenthes, là, du côté du Cambodge, il y a une petite espèce qui est pyrophyte. Donc, elle, après un feu, elle fait directement ses fleurs et elle se reproduit comme ça, alors que d'ordinaire, ce sont des lianes qui vont faire des urnes carnivores, etc. Ça, c'est plutôt surprenant. Plus récemment encore, là, c'est une publi de 2024, une espèce Dicliptera polymorpha dans une famille qui n'avait pas de plantes pyrophytes du côté de l'ouest de l'Inde. On a découvert que c'était la seule espèce pyrophyte de son genre et elle fleurit immédiatement après les incendies. Et c'est dans une zone qui exceptionnellement brûle régulièrement en Inde. Bref, je vous la fais courte, les plantes pyrophytes, il y en a partout, dans toutes les zones où on trouve des incendies. Alors actuellement, l'essentiel des espèces pyrophytes, elles sont dans des écosystèmes qui sont assez particuliers. Les savanes tropicales, subtropicales, les steppes, les forêts boréales ou les garrigues tempérées. 2/3 de l'Australie, par exemple, c'est des garrigues inflammables qui sont dominées par les eucalyptus, qui sont des espèces pyrophytes, puisqu'il y a beaucoup d'incendies. Pour vous donner une idée des proportions, au nord du Canada, une plante peut être soumise à 1 ou 2 feux par an. Alors, non des moindres, on est d'accord. Alors que dans le désert du Sonora, au Mexique, par exemple, une plante peut subir jusqu'à 250 incendies par an. Quand même. Il faut les traverser. Donc, malgré les apparences, au cours de l'évolution, les plantes ne sont pas restées plantées là à se faire bolosser par des herbivores du feu ou des herbivores pyromanes ou je ne sais quoi. La riposte existait déjà et elle existe depuis longtemps. Beaucoup de chercheurs en évolution attribuaient l'omniprésence des plantes pyrophytes aux activités de l'homme, puisque l'homme, ça fait longtemps, depuis le néolithique, qu'il met le feu à ses champs pour contrôler la végétation. Et donc cette fois je vais vous rassurer et vous déculpabiliser un peu. À l'échelle des aires géologiques, on vit dans une période où il y a relativement très peu de feu. Voilà, du feu, il y en avait déjà au Dévonien il y a 400 millions d'années. Et toutes les stratégies dont je viens de vous parler existaient vraisemblablement depuis au moins 160 millions d'années. Et ça, c'est les biologistes de l'évolution qui le disent. On peut trouver des traces de ces phénomènes-là dans les fossiles, et notamment quand on trouve du charbon. Ça fait longtemps qu'on trouve du charbon et des plantes qui ont cramé. Petite note d'espoir pour nos plantes. Donc, déjà, de nombreuses espèces sont armées pour résister aux incendies dans le futur, et ça, c'est pas rien. Et en plus, en creusant un peu sur la question, en visitant des zones désertiques, on se rend compte d'une chose. Les plantes qui brûlent le plus souvent, dans les zones où ça brûle le plus souvent, elles sont souvent très diversifiées en termes d'espèces. Les jardins désertiques, ce ne sont pas les jardins les moins dépourvus. Alors certes, c'est un peu moins shiny qu'une forêt tropicale dense, etc. Mais la diversité est là et il y a beaucoup d'espèces qui résistent à ces conditions extrêmes. Donc non seulement le feu agit comme une pression de sélection qui élimine les espèces qui résistent pas pour ne laisser que celles qui auront survécu et qui se reproduiront, mais en plus le feu peut agir comme une force évolutive et diversifier toutes les espèces. Alors ça comment ? On a montré dans des publications scientifiques que les composés de la fumée ont un effet mutagène sur le matériel génétique. Et donc des chercheurs ont pu constater que l'exposition régulière à des incendies pouvait augmenter la fréquence d'un phénomène qui s'appelle la polyploïdie. La polyploïdie, ça survient quand, en gros, une cellule se divise. Pour se diviser, elle duplique son matériel génétique, mais là, il va y avoir un problème, elle ne va pas se diviser. Alors, du coup, elle va se retrouver avec plusieurs exemplaires du même génome. Ça se fait beaucoup chez les plantes. Et ça, c'est la porte ouverte à la diversification génétique, parce que quand vous avez plusieurs exemplaires du même gène, du coup, vous pouvez faire des bricolages sur les autres versions et puis voir apparaître de nouvelles compétences, etc. Et c'est comme ça qu'on diversifie les espèces. Alors, j'aime bien les conclusions lyriques, donc je terminerai ma chronique là-dessus. Les biologistes et les botanistes sont souvent en première ligne pour mieux comprendre comment ça fonctionne, les êtres vivants. Et peut-être que s'ils sont sous-cotés par le reste du monde, même scientifique, les gens préfèrent tous l'astrophysique à la biologie, on ne comprend pas pourquoi, c'est peut-être parce que finalement, ils nous rappellent tous les jours que dans un scénario futur probable où on brûle tous comme des poissons rouges dans un bocal en plein soleil, on est peut-être les moins adaptés du jeu. Finalement, l'humain, ce sera peut-être le seul à souffrir de son échec cuisant à coloniser la planète Terre, et ce sera pas faute d'avoir prévenu. Alors, tant pis pour nous et tant mieux pour elle, l'avenir est aux plantes pyrophytes, et nous, à Podcast Science, on sera toujours là pour garder la flamme et vous expliquer tout ça, et vous pouvez compter sur la passion ardente de toute notre équipe pour toujours vous rappeler qu'il y a des sujets bien plus hauts dans le monde vivant que notre petit nombril d'Homo sapiens.
Bravo, feu d'artifice final. Est-ce qu'on a des questions pour Eléa sur les plantes? Au début, quand tu disais que les plantes qui profitent, qui juste après un incendie vont faire des fleurs, des graines, etc., et se reproduire le plus vite possible, je pensais à ce moment-là que c'est aussi une partie de la stratégie, c'est vu que ça a brûlé, ça ne va pas rebrûler. Donc c'est bon moment de repousser. Mais tu dis aussi qu'il y a des endroits où c'est 250 incendies par an, et du coup ma question elle va être plutôt collégiale. Comment ça peut être fait comment c'est possible qu'il y ait toujours du comburant plusieurs fois dans la semaine et qui ne brûle pas, qu'à un moment donné il n'y ait plus rien, quoi. La croissance des plantes, certaines, ça peut aller très vite. Donc, Ok. du coup, en quelques jours, on peut avoir des feuilles de quoi réalimenter qui réapparaissent. Ok, d'accord. Vous avez des phénomènes assez impressionnants dans les déserts, les phénomènes de super bloom. Alors là, c'est pas forcément à cause du feu, mais à cause de l'eau. Quand il pleut une fois dans un désert, en quelques jours seulement, vous avez des hectares de fleurs qui poussent, qui durent quelques jours et qui ensuite disparaissent. Et donc cette matière, elle se fait très très vite. Et ça, c'est aussi grâce à la photosynthèse, puisque quand notre matériau de construction, notre brique de Lego, elle est dans l'air ambiant et qu'on est capable de l'utiliser, on peut générer de la matière très rapidement et faire du combustible très rapidement. Ok, merci. Et le buisson ardent, du coup Celui de la Bible. C'est un mythe Je sais pas, je suis pas allée m'intéresser à la Bible. Mais ce sera pour une prochaine. C'est vrai que c'est un pyrophyte par excellence. Oui, c'est un pyrophyte, il brûle. Ouais. Non, je me suis pas intéressée au buisson ardent pour cette chronique. Désolée. Bonjour. Je voulais poser une question. Si la fameuse graine, rencontrait la vache de taureau, qu'est-ce que ça pourrait donner au final? Alors, je dirais que l'enveloppe de la graine, la protégeant des agressions extérieures, acides, etc., la graine survivrait et que la matière organique contenue dans les excréments de la vache permettrait de la faire germer plus vite, tout en éliminant les parasites autour, et que ce serait une coévolution intéressante entre la vache qui... si ma vache elle a des dents en silex. Ouais. Voilà. Donc je ne sais pas. Non, ce serait sûrement un combo intéressant, faudrait essayer. Bon, les vaches ça mange rarement des graines, ça mange plutôt des feuilles d'herbe, donc on va dire que c'est sauf. Mais elle peut faire caca dessus. Elle peut faire caca dessus. Ouais. C'est ce qui est bien. Très bien. Devenir un carburant alors Est-ce que les selles du coup de la vache pourraient devenir un carburant? C'est souvent utilisé. Il y a des récoltes de bouse de vache pour pouvoir justement démarrer des feux. C'est très très utile pour faire ça. Ouais. Des bonnes bouses. Bien sèches. En effet. J'ai une question externe, c'est concernant la douleur et la sensation de brûlure. En gros, dans le cas de brûlure de la peau, pourquoi la sensation de brûlure reste vive très longtemps, même après le passage des 15 minutes sous l'eau froide à 15 degrés Ça, c'est parce qu'en fait, tu compléteras. C'est parce qu'en fait, la sensation de brûlure, ce qui se passe, c'est que en fait, la brûlure va aussi, comme elle va attaquer le tissu, il y a plein de signes de douleur qui sont émis même par les cellules qui sont endommagées et par le reste du tissu. Donc il y a la sensation de brûlure qui est causée par la brûlure directement, mais après il y a tout le tissu qui s'inflamme, qui réagit et qui va aussi causer une sensation de douleur. C'est comme quand on se fait mal quelque part et que même 3 jours après on continue d'avoir mal parce qu'on s'est cogné. C'est pas la sensation qui est toujours la même, c'est juste qu'il y a aussi le tissu autour qui réagit et qui envoie des signaux de douleur. Je sais pas si vous avez fait la remarque, j'ai vu une petite vidéo d'un gars qui s'appelle Vsauce, et là très récemment il a fait un short dans lequel il disait qu'on a toujours 2 douleurs. Une douleur immédiate et une douleur qui arrive après. C'est quand on se tape par exemple le petit orteil comme ça sur une surface plane et ça fait très 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 mal. On a mal direct, on est là, je me suis fait mal, mais ça passe par un réseau de neurones spécifiques et après il y a un autre réseau qui envoie un nouveau message et qui est plus lent pour dire en fait au corps, ça signale au corps, là en fait il faut que tu te calmes. Faut que tu arrêtes de courir parce que tu t'es fait mal. Donc, et c'est ça, c'est cette deuxième information qui peut être plus lente et plus longue.
Pour revenir aux brûlures et faire le lien avec les plantes, il y a des plantes qui peuvent aider à guérir la brûlure. Alors, oui. Il faut que je cherche des exemples en tête et je suis pas du tout dans cette catégorie de. Mais en fait, les molécules de plantes. Enfin, les plantes, faut se dire que c'est les meilleures chimistes de l'univers. Donc, elles ont créé tout un tas de composés pour se défendre normalement des herbivores, se protéger elles-mêmes, etc. Dont nous avons su tirer profit pour faire des médicaments. Et du coup, dans les plantes, il y a des molécules qui vont être anti-inflammatoires, qui vont être anesthésiantes, etc. Enfin, si on prend juste des plantes comme la morphine, on a mal, on se fait brûler, on n'a plus mal en prenant de la morphine. Ça a un effet direct sur le système nerveux. Il y a des plantes qui ont des vertus cicatrisantes, etc. Alors, tous les mécanismes, je les connais pas. Non. Mais c'est à ça que servent les publications scientifiques sur Internet qu'on peut aller lire. Mais c'est vrai que la chimie de manière générale, enfin, la façon dont la chimie se fait, c'est beaucoup par identification de certains composés qu'on retrouve chez les plantes, et ensuite comment est-ce qu'on arrive à les synthétiser juste en laboratoire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été inventés, entre guillemets, simplement inspirés par ce qui existe déjà dans la nature. Ouais. Alors, avant de vous proposer notre traditionnel quote de l'émission, parce que je suis au regret de vous annoncer que nous allons conclure, nous vous rappelons que nous organisons une autre émission enregistrée en public et en direct le samedi 26 octobre à 20h au Play-in Rivoli, au 59 rue de Rivoli. Il s'agira d'une émission radio dessinée sur le thème du jeu de société. Et d'ailleurs, le Play-in ouvre ses portes pour tester des jeux à partir de 16h avec des membres de l'équipe pour la modique somme de 5 € avec une boisson comprise. L'inscription est recommandée. Toutes les informations sont sur notre site web podcastscience.fm. Pour la citation de l'émission, j'ai cherché un tout petit peu et j'ai trouvé celle-ci de Guillaume Apollinaire. Comme les hommes aiment avant tout la lumière, ils ont inventé le feu. Et avant de conclure, des remerciements s'imposent. Déjà, on va remercier le public de Pod Paris, qu'il soit ici en physique ou en ligne sur Twitch. Bravo à vous, merci. Merci à l'équipe technique du festival qui était en feu, merci beaucoup, et merci à la Bellevilloise pour l'accueil dans ce cadre chaleureux. Merci à l'association organisatrice Bad Geek. On rappelle que vous pouvez les soutenir, c'est crucial. Rendez-vous donc sur badgeek.fr pour aider à faire des festivals comme ça qui sont gratuits. Donc c'est très très important de les soutenir. Si vous êtes en ligne ou si vous êtes sur place, restez pour éviter, pour ne pas louper justement l'émission du podcast La Librairie Yokai. Et en guise de conclusion, je vous propose un cessez-le-feu. Voilà. N'ayez crainte, Podcast Science reviendra avec d'autres chroniques élémentaires cette saison. Eau, air, terre et autres surprises vous attendent. Mais en attendant, que servir la science soit votre joie.